bonjour et merci d'être là, de votre fidélité pour cette deuxième séance. Alors, j'ai pensé après la séance d'il y a, non pas de la semaine dernière, mais d'il y a 15 jours, ça va, vous m'entendez bien? Oui. Au fond, le dessin, c'est quand même l'activité de la main. Bon, la dernière fois, j'ai beaucoup parlé de ce rapport entre la main et l'esprit avec l'idée de Disegno. Mais je me suis dit, au fond, qu'on pourrait peut-être faire une petite reprise sur la question quand même de la main, hein, puisque c'est aussi une très belle main, Michel-Ange, qui sert d'image pour le programme. Hein, puisque le dessiner, c'est d'abord cet acte, comme ça, qui consiste à tracer quelque chose, à inscrire quelque chose, donc par un acte de la main. Et je voulais vous lire avec vous, puisque vous allez le voir, deux textes à mon sens magnifiques sur la main et qui vont dans le sens, enfin qui exemplifient un petit peu ce que j'ai dit la dernière fois sur le rapport sur cette idée de Disegno et sur le rapport entre l'activité manuelle et l'activité de l'esprit. Le premier texte est un texte de Giordano Bruno, qui est un philosophe de la Renaissance. Ceux qui connaissent Rome ou qui vont à Rome ou qui vont aller à Rome, Piazza Campo dei Fiori, vous avez la statue de Giordano Bruno, hein, qui a été exécutée. Et donc c'est un texte qui est extrait d'un ouvrage de Giordano Bruno qui s'appelle La Cabale du cheval de Pégase. Alors, il faut dire que pour Giordano Bruno, une précision avant qu'on lise le texte, pour Giordano Bruno, dans l'ordre de la nature, les hommes ne possèdent aucune supériorité intellectuelle sur les animaux. Pour Bruno, tous les êtres vivants sont dotés d'intellect et l'homme à cet égard n'est pas une exception dans l'ordre de la création. C'est des idées qui ont beaucoup choqué d'ailleurs à l'époque. Et ce qui constitue à ses yeux la spécificité de la nature humaine, ce n'est pas que l'homme est un animal pensant, mais que l'homme a une main. Donc c'est par la main et le rapport qu'il a à cette main au fond, qu'il caractérise la spécificité, l'humanité de l'homme. Et donc voilà le passage. Imagine par toi-même ce qui arriverait si l'homme avait 2 fois plus d'esprit, si l'intellect agent brillait en lui beaucoup plus sûrement qu'il ne brille, et si, de surcroît, ses mains se trouvaient transformées en 2 pieds, tout le reste demeurant dans son intégrité ordinaire. Dis-moi, où pourrait subsister la relation entre les hommes ? Où seraient les institutions de doctrine, les inventions de discipline, les congrégations des citoyens, les structures des édifices et tant d'autres choses qui sont les signes de la grandeur et de l'excellence humaine et qui font de l'homme le triomphateur véritablement invaincu des autres espèces. Tout cela, à y regarder de près, ne renvoie pas tant à ce qu'il dicte à l'esprit qu'à ce que dicte, excusez-moi, il manque un C. Oui. Ah non, là je l'ai mis. Voilà. Qu'à ce que dicte la main, organe des organes. Très belle définition de la main, organe des organes. Donc, la spécificité de l'homme, c'est au fond ce que dicte la main. C'est cette action comme ça qui fait que la main est une main agissante. Et ce qui est très original et très curieux, c'est cette manière de dire qu'au fond, il n'y aurait pas d'institution sociale, il n'y aurait pas de théorie, où seraient les institutions de doctrine, les inventions de discipline, etc., si la main de l'homme n'était pas ce qu'elle est. Évidemment, il ne parle pas du dessin, mais en filigrane, on peut quand même penser que il est contenu déjà, en tout cas, les linéaments pour un éloge du dessin. Alors, juste une précision philosophique, c'est que cette définition de la main comme organe des organes, Bruno l'emprunte à Aristote. Dans son ouvrage De Anima, de l'âme, Aristote dit que l'âme ressemble à la main. L'âme ressemble à la main, et je continue, la main, en effet, constitue un instrument d'instrument. Vous voyez, organe des organes. La main, en effet, constitue un instrument d'instrument et l'intelligence de son côté, une forme de forme, etc., etc. Donc cette idée, au fond, que la main est un instrument d'instrument. Le deuxième texte, les plus connus, peut-être, c'est un extrait d'un texte magnifique d'Henri Faucillon qui s'appelle « L'éloge de la main », qui a été écrit en 1934. Donc le voici.
Ce qui distingue le rêve de la réalité, c'est que l'homme qui songe ne peut engendrer un art. Ses mains sommeillent. L'art se fait avec les mains. Elles sont l'instrument de la création, mais d'abord l'organe de la connaissance. Et après, là, il parle de la peinture et il enchaîne. Allons à l'extrême opposé, que notre pensée se reporte à des œuvres où respirent entre toutes les vies et l'action. Considérons les dessins qui nous donnent la joie de la plénitude avec le minimum de moyens. Peu de matière et à peu près impondérable. Aucune de ces ressources de dessous, de glacis et de pâte, aucune de ces riches variations du pinceau qui donnent à la peinture l'éclat, la profondeur et le mouvement. Un trait, une tache sur l'aridité de la feuille blanche, dévorée de lumière. Sans se complaire à des artifices techniques, sans s'attarder à une alchimie compliquée, on dirait que l'esprit parle à l'esprit. Pourtant, tout le poids généreux de l'être humain est là, et toute sa vivacité d'impulsion, avec le pouvoir magique de la main que rien désormais n'entrave ou ne retarde, même quand elle procède avec lenteur, soucieuse de l'étude. Tout instrument lui est bon pour écrire ses signes. Elle s'en fabrique d'étranges et de hasardeux. Elle les emprunte à la nature, une brindille de bois, la plume d'un oiseau. Hokusai dessinait avec la pointe d'un œuf, avec le bout de son doigt, cherchant sans cesse des variétés nouvelles de la forme et de nouvelles variétés de la vie. Un magnifique texte sur le dessin. Alors, voilà un dessin d'Hokusai, d'un autoportrait à l'âge de 85 ans. Et là, juste pour le plaisir, je vous fais défiler quelques dessins de main. Vous connaissez Dürer, Léonard, Annibal Carrache, Hyacinthe Rigaud, Watteau, Chassériau. Donc ça, c'était pour le plaisir, je dirais. On va dire que maintenant le plaisir cesse, mais maintenant... enfin, j'espère. Mais... alors... La précédente séance était donc consacrée à l'idée de Disegno et j'ai insisté sur le fait que le dessin, tel qu'on l'entend au XVIe au XVIIe siècle, est indissolublement une activité manuelle et une activité intellectuelle, c'est-à-dire une idée-forme et un contour, d'un côté l'idée-forme et de l'autre côté le contour, la ligne, donc une pensée théorique et une activité pratique. Alors, si le dessin est bien dessin d'une forme, avec les deux sens du mot dessin, si le dessin est bien dessin d'une forme, pour les théoriciens de la Renaissance, le dessin ne consiste pas seulement, comme je l'ai dit, à cerner un contour. Pour ça, ils ont un autre mot qui est circonscription. Le dessin ne consiste pas seulement à cerner une forme, pas plus que la forme ne se réduit à la forme apparente, à l'apparence visible, à la surface, à ce que l'on voit. C'est très important, le double sens ou la polysémie, c'est-à-dire la richesse de signification du mot dessin est inséparable de la richesse de signification du mot forme. C'est-à-dire pour nous, forme, on a un peu trop tendance à l'associer à image, c'est-à-dire à quelque chose de plat. Alors la forme, c'est quelque chose de visible. Alors la forme, c'est ce que l'on voit, bien sûr. Mais le concept de forme est un concept ambigu dès le départ, puisque dans forme, il y a formé. Dans forme, il y a formé, c'est-à-dire que le concept de forme, dans toutes les langues, dans les langues latines, mais aussi en allemand, dans les langues modernes, le concept de forme peut nous tirer soit du côté du visuel, c'est-à-dire du côté de la contemplation, et là on a affaire à la forme contour, à la forme ligne, à la forme image, soit nous tirer du côté soit du côté du visuel, c'est-à-dire du côté de l'œil et du visible, soit nous tirer du côté du tactile, c'est-à-dire du côté de la main, former, modeler, donc ça c'est la forme matière. Alors si on transpose cette double polarité, si on illustre cette polarité entre côté de la forme, c'est-à-dire soit entendu en un sens visuel, soit entendu en un sens tactile, cette polarité sur le plan des arts correspond évidemment à la distinction entre peinture et sculpture. Entre peinture et sculpture, c'est-à-dire le concept de forme
nous entraîner du côté de la peinture, mais peut nous entraîner aussi du côté de la sculpture. Et on le retrouve, cette ambiguïté ou cette polarité, cette double polarité du concept de forme dans des oppositions qui jouent un rôle très important dans l'analyse, dans la théorie des arts, c'est-à-dire notamment la distinction entre haptique et optique, c'est-à-dire quand on parle des valeurs haptiques, c'est-à-dire des valeurs tactiles de la peinture, hein, ou quand on insiste par exemple sur la tactilité de l'image picturale. Hein, ça, c'est des idées qui sont beaucoup développées à partir du 19e siècle, notamment, enfin du 20e siècle, par quelqu'un comme Riegel. Bon, je laisse là de côté. En tout cas, tout l'art du dessin, tel qu'il est conçu à partir de la Renaissance, mais cela vaut aussi pour la peinture, consiste précisément à donner à voir ce qui n'est pas visible dans la forme apparente, à suggérer l'intérieur, l'épaisseur, le dedans de la forme, c'est-à-dire à travers le dessin d'une forme que l'on voit, visuelle, hein, donc qui s'adresse à la vue, à donner à voir ou à suggérer la forme au sens substantiel du terme, hein, c'est-à-dire la forme au sens tactile, hein, la forme au sens tactile, hein, donc à suggérer à travers le dessin d'une forme, à suggérer ce qu'il y a dedans la forme, ce qu'il y a dessous cette forme contour qui est une forme plate, qui est une forme bidimensionnelle. Et donc l'art de dessin, on peut dire que d'une certaine manière, consiste aussi à rendre visible le dedans invisible de la forme, hein, c'est-à-dire l'intérieur, hein, le dedans invisible de la forme. Ingres disait que le dessin, je cite Ingres, le dessin ne consiste pas simplement dans le trait. Le dessin, c'est encore l'expression, je laisse de côté cette question de l'expression qu'on abordera ultérieurement, le dessin, c'est encore l'expression, la forme intérieure. C'est très beau, c'est la forme intérieure, le plan, le modelé. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser aussi à la très célèbre phrase de Paul Klee dans le Credo du Créateur, hein, que l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Hein, et l'art, une des caractéristiques de l'art du dessin, c'est de rendre visible, non pas l'invisible au sens ce qui est transcendant, hein, mais de rendre visible ce qui est dedans et à quoi on ne peut avoir accès que par l'extérieur, donc à rendre visible l'intérieur par l'extérieur. Alors, juste, parce que tous les dessins que je vais montrer, que j'ai montrés la dernière fois et que je vais montrer, illustrent cette idée, mais juste pour sortir un peu du corpus, je voulais vous montrer un dessin de Toulouse-Lautrec, où on voit très bien que quelques lignes, rien, je vais essayer de faire marcher ça, voilà, un principe d'économie absolument extraordinaire, mais on voit l'intérieur, enfin, je veux dire, l'intérieur nous est suggéré, hein, il y a quelque chose, je veux dire, il y a un dedans de la forme, comme par le Ingres, hein, ici, qui est indiqué par pas grand-chose, hein, quelques traits, ici, ou un dedans de la forme, ici, aussi. Il y a un principe d'économie qui est extraordinaire, enfin, dans l'art du dessin, et bon, on pourrait illustrer par d'autres exemples. Hein. Ça veut dire que le dessin est capable de capter, de restituer une forme d'existence dans sa dimension matérielle, dans sa dimension substantielle, ce qui est normalement le privilège de la sculpture. Hein. En ce sens, on peut dire que la rivalité entre la peinture et la sculpture, ce qu'on a appelé le paragone, c'est-à-dire cette rivalité qui s'est mise en place très tôt entre l'art du relief, la sculpture, et l'art bidimensionnel qui est la peinture. Hein. Vous savez que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, je crois, la peinture, on l'appelait plate peinture, hein, c'est-à-dire qu'on définissait bien la peinture par sa platitude, parce que Clément Greenberg appellera des siècles plus tard la planéité, mais c'est déjà présent dans le vocabulaire qu'on emploie au XVIIe siècle. Donc la rivalité peinture-sculpture, c'est-à-dire entre un art bidimensionnel, un art de la surface et un art du relief, se joue déjà au niveau du dessin, est intériorisé, est intégré dans le dessin, puisque le dessin va chercher à rendre le relief, à rendre la profondeur, à rendre ce qu'on appelle le modelé, bon, notamment par exemple par les hachures. Hein. Et c'est une des raisons qui explique le rôle attribué à la sculpture dans l'apprentissage du dessin, dans la formation académique. Voilà. Donc là, ça m'amène au sujet que je dois traiter aujourd'hui, sur le rôle du dessin dans la formation de l'artiste, à la Renaissance et à l'âge classique. Alors,
À la Renaissance, puis ensuite au XVIIe siècle, l'apprentissage du dessin passe d'abord par l'exercice de la copie. Hein. On apprend à dessiner en copiant les modèles antiques. Hein. Et c'est la période de la Renaissance, donc la redécouverte de l'Antiquité grecque et romaine, le voyage à Rome qui joue un rôle évidemment très important. Hein. Donc voilà une image du voyage à Rome. C'est la vie de Taddeo Zuccaro, que vous connaissez déjà, puisque j'ai cité des textes de Zuccaro, je l'ai montré la dernière fois. Hein. Ça, c'est la vie de Taddeo Zuccaro par son frère Federico Zuccaro. Hein. On en verra d'autres exemples, hein, où on voit comme ça du voyage à Rome. Hein. À Rome, on fait des relevés de monuments, hein, on dessine, on fait des relevés de monuments. On dessine les sculptures, après il y a les ateliers de moulage, on fait des copies, etc. Mais pour l'instant, j'en reste dessin. Hein. Alors le dessin ici joue un double rôle. Hein. Le dessin est à la fois un instrument de connaissance, hein, on dessine pour connaître. Hein. Vous savez, c'est la fameuse phrase qu'on attribue à Goethe, ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas compris. Hein. Donc on dessine pour comprendre un bâtiment, pour comprendre une sculpture, pour comprendre le dessin d'une place, etc. Donc c'est un instrument de connaissance de l'Antiquité, et donc il s'inscrit dans le grand projet humaniste, dans le grand projet humaniste de la Renaissance. Donc le dessin est un instrument de connaissance, et il est en même temps un élément fort essentiel de la formation artistique, puisque cette formation, elle passe par la copie. C'est extrêmement important. Pendant des siècles, la formation de l'artiste passe par l'exercice de la copie. Il ne faut jamais oublier, puisque l'on est au Louvre, hein, que le musée du Louvre a ouvert pour, en grande partie, enfin la majorité des journées étaient réservées aux artistes, hein, pour que les artistes puissent copier, pour mettre à la disposition des artistes les œuvres afin qu'ils puissent les copier et qu'ils puissent s'exercer. Alors l'importance donnée à la copie tient à la manière dont est conçue, à partir de la Renaissance, l'idée d'imitation sur laquelle repose la définition de l'art. Hein. La Renaissance redécouverte des textes grecs et latins, grande importance donnée à Aristote, hein, et vous savez qu'Aristote définit le principe d'imitation, notamment dans la poétique, définit l'art, mais il ne parle pas d'art, il parle de la poésie dramatique, hein, du théâtre, à partir du principe de l'imitation, on appelle la mimésis. Alors, simplement, il faut s'arrêter ici sur un point, c'est qu'il y a deux idées d'imitation qui remontent ou qu'on fait remonter à l'Antiquité. Peu importe si ça remonte vraiment à l'Antiquité, mais en tout cas, il y a deux conceptions de l'imitation qu'on attribue à Aristote. Hein. L'art comme imitation de l'histoire, hein, l'art doit être une imitation de l'histoire. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la poétique, hein, à savoir que la poésie est une représentation des êtres vivants en acte, hein, l'art comme imitation de l'histoire, idée que l'on retrouve par exemple dans la fenêtre d'Alberti, hein, quand il dit que pour peindre, le premier conseil que donne Alberti au peintre, hein, vous tracez un quadre ou un cadre à l'intérieur duquel vous pouvez représenter l'histoire. Hein, donc c'est l'idée d'histoire. Donc l'art comme imitation de l'histoire et d'autre part l'art comme imitation de la nature. Bon. Ça, c'est deux définitions qui remontent ou qu'on fait remonter à l'Antiquité. Alors à ces deux définitions de l'imitation, la Renaissance va en ajouter une troisième. À ces deux conceptions de l'imitation, la Renaissance va en ajouter une troisième qui est la conception, je dirais, humaniste. Spécifiquement humaniste de l'imitation, c'est l'idée que l'imitation est une imitation de l'art. C'est-à-dire qu'à côté de l'idée qu'il s'agit pour l'art d'imiter l'histoire, donc de représenter l'histoire, ou d'imiter la nature, une troisième idée d'imitation apparaît à la Renaissance, c'est que l'art doit imiter l'art. L'art doit imiter l'art, qui est une conception proprement, je le disais, humaniste de la Renaissance, c'est-à-dire que l'artiste maintenant va se rapporter à des modèles, et c'est à travers ces modèles artistiques qu'il imite la nature, l'histoire ou le vrai. C'est-à-dire que d'un coup, il y a la médiation, c'est-à-dire que les peintres, enfin, on va voir les exemples, je veux dire, on imite la sculpture, on imite la peinture, on imite l'architecture, c'est-à-dire on copie, etc. Et c'est à travers l'imitation de l'art qu'on va atteindre l'imitation de la nature ou l'imitation de la vérité. Alors ça va soulever des problèmes, puisque l'une des questions qui va se poser, notamment dans les débats
peut appeler pédagogique, hein, c'est la question de savoir s'il faut commencer par imiter l'art avant d'imiter le modèle naturel, c'est-à-dire la nature. Hein, et ça fera l'objet, comme j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, de vifs débats. Alors, qu'est-ce qu'on copie? Hein, donc, c'est très important cet exercice de la copie. Hein, j'insiste, et cet exercice de la copie est fondamentalement lié à cette idée d'imitation. Hein, cette idée d'imitation élaborée à la Renaissance, c'est-à-dire l'art comme imitation de l'art qui se réfère à des modèles, pas forcément définis comme des modèles idéaux, mais vraiment comme des modèles à partir desquels on peut apprendre à devenir un véritable ou un bon peintre. Alors, ou un bon sculpteur. Alors, qu'est-ce qu'on copie? On copie d'abord la sculpture antique, qu'on redécouvre. Hein. Voilà, je vous ai mis juste quelques images des sculptures les plus copiées. Je vous renvoie, c'est un livre formidable de Haskell, je crois qu'en français c'était L'amour de l'antique, hein, où il analyse toutes les différentes copies qui ont été faites d'originaux disparus. Donc vous avez le Laocoon, sur lequel je reviendrai, l'Apollon du Belvédère, l'Hercule Farnèse, et la Vénus Médicis, etc. Alors on copie, donc je vous montre quelques copies. Donc ça c'est l'album de Pierre Jacques, qui est un sculpteur à Reims, hein, qui a vécu au XVIe siècle. Hein, et donc là on a quelques copies. Je vous montre quelques copies d'antiques. Là on revient à Taddeo Zuccaro, où on le voit, alors ça on le laisse de côté, on y reviendra celui-là, hein. Mais là on voit il dessine, alors vous voyez c'est un mélange, c'est des paysages un peu imaginaires, puisqu'il y a oui c'est ça, il y a le Laocoon, il y a différentes sculptures, il y a des monuments, etc. Et on le voit ici aussi, il copie l'architecture, et là il copie aussi. Extraordinaire copie, dessin de Rubens, hein, copie du Laocoon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier la transformation, la petite transformation qui fait que c'est du Rubens. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est le dessin d'une sculpture, mais en fait, même dans le cas de Rubens, il a dessiné des bustes antiques et effectivement, en les dessinant, tout d'un coup, le marbre s'amollit. Enfin, tout d'un coup, c'est de la chair. Hein, c'est de la chair. Donc ça, c'est un dessin de Rubens. Et Rubens a copié énormément, a dessiné beaucoup d'antiques. Simon Vouet, copie de buste antique de Simon Vouet. Bouchardon, j'essaie de passer par les siècles, donc c'est juste quelques exemples. Et David, qui a beaucoup dessiné d'après l'antique, alors évidemment beaucoup plus tardif, hein, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Hein. Ça aussi, c'est David. Hein, ça, c'est vraiment un exercice de la copie qui a duré. Cette idée que l'art passe que l'apprentissage de l'art passe par l'imitation, hein, c'est quelque chose qui a duré quand même jusqu'au XXe siècle. Alors, quand j'étais très jeune, il existait à l'école des Beaux-Arts quelque chose qui s'appelait la salle des plâtres, qui a disparu en mai 68. Et qui appartenait encore à cette tradition, c'est-à-dire qu'on copiait d'après les plâtres, etc. On dessine aussi, alors ça c'est plus... on copie aussi la sculpture moderne. Hein. Ce que je vous ai montré, c'est des dessins d'après la sculpture antique. On copie aussi la sculpture moderne. Et là, c'est à nouveau Taddeo Zuccaro dessiné par son frère, Federico. Et vous voyez, c'est Taddeo Zuccaro qui dessine la chapelle Médicis, hein, qui dessine les sculptures de Michel-Ange. Et vous voyez un autre dessin où il est reconnu par Michel-Ange. Il est très content. Il est reconnu par Michel-Ange. Autre exemple, un dessin de Bouchardon, hein, d'après Michel-Ange. J'insiste parce que ça, c'est très important. On dessine d'après la sculpture antique, mais on dessine aussi d'après la sculpture moderne.
On dessine aussi d'après la peinture moderne. Alors, là, un point de précision. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne dessine pas d'après la peinture antique? Parce qu'il n'y en a pas. C'est tout. Il n'y a pas de peinture antique. La peinture antique a disparu. L'absence de la peinture antique va être un élément déterminant dans la querelle des anciens et des modernes, hein, puisqu'on connaît la peinture antique par les récits, donc par les descriptions. Hein. C'est-à-dire que toute la tradition qu'on a appelée de lutte pictura poésie, c'est-à-dire de la comparaison peinture-poésie, art du langage, art de l'image, repose au fond sur l'absence de la peinture, hein, l'absence de la peinture, hein, et le fait que cette peinture, c'est-à-dire les tableaux d'appel de Zeuxis, de Pharasios, etc., on ne les connaît qu'à travers des mots, c'est-à-dire à travers des descriptions. Hein. Quand un peintre refait la calomnie d'appel, il imite la calomnie d'appel, il imite une description, il imite des phrases. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imiter visuellement des phrases? Vous voyez, c'est un phénomène de transposition. Donc, copier la peinture, c'est nécessairement copier la peinture moderne. Alors que copier la sculpture, ça peut être copier la sculpture antique et copier la sculpture moderne. On peut dire d'une certaine manière que la grande chance de la peinture, c'est moi de dire ça, mais la grande chance de la peinture, et ce qui fait que la peinture a été d'emblée un art, entre guillemets, moderne, mais j'entends pas moderne au sens où on l'emploierait aujourd'hui, mais c'est qu'il n'y avait pas de peinture antique. Et que donc un artiste, un jeune artiste, était obligé, n'avait pas le choix, il ne pouvait copier que de la peinture moderne. Alors qu'un sculpteur devait se rapporter à la fois à de la sculpture antique et puis aussi donc à la sculpture de Michel-Ange. Alors donc on copie la peinture moderne. Alors je reviens. Attendez, voilà, vous voyez. Ça, c'est un des premiers témoignages que l'on a de copie de la sculpture. Il copie la chapelle Sixtine, Zuccaro, c'est-à-dire copie Michel-Ange. Et ça, c'est très important, parce que ce sont parmi les premiers témoignages où, d'un coup, on a vu des artistes, des peintres dessinés d'après la peinture. D'après la peinture. Voilà un autre exemple. C'est un dessin de Michel-Ange d'après deux figures de Giotto qui se trouvent à Santa Croce, à Florence. C'est un dessin de Bouchardon, qui est une copie d'après Annibal Carrache, Polyphème Narcisse, qui se trouve au plafond qui se trouve à Farnèse. À nouveau Rubens, Rubens d'après Michel-Ange. Donc vous voyez, dessin d'après la sculpture antique, dessin d'après la sculpture moderne, dessin d'après la peinture moderne. C'est David d'après Guido Reni. David a beaucoup dessiné les Bolognais, les peintres bolognais. Et enfin, on dessine évidemment d'après le modèle vivant. On dessine d'après le modèle vivant. Alors là, c'est un atelier, c'est plus tardif. C'est un atelier de Natoire, enfin c'est un tableau de Natoire, pardon, qui représente un atelier. On a beaucoup dans la peinture du Nord, on a beaucoup d'images d'ateliers privés, dans la peinture hollandaise ou flamande, etc., pour le XVIIe siècle, mais on n'a pas beaucoup en France. Donc, vous voyez, alors très souvent le modèle, mais j'y reviendrai, avait une pose qui était empruntée à la sculpture. Mais vous voyez d'ailleurs un mélange ici de sculpture, comme ça, et les élèves qui sont là. Évidemment, après, il faut se battre pour être au premier rang, etc. Et enfin, dernier point, donc, pour faire la liste, on fait des études aussi pour se constituer un répertoire de formes. Alors, on fait des études de morceaux. On copie des morceaux, de morceaux antiques ou des morceaux de modèles vivants. Ça, c'est le côté rébus, si vous voulez, on se constitue un répertoire. Alors, vous avez vu tout à l'heure les études de main. Je vous montre, mais là, j'aurais pu... Vraiment, j'ai fait une toute petite sélection, des études de drapé. Léonard, ça, c'est un drapé qu'il a fait pendant ses années d'apprentissage dans l'atelier de Verrocchio. Un drapé de Simon Vouet.
Morceaux d'architecture, donc ça c'est Poussin, la base et le chapiteau de la colonne Trajane. Watteau, étude de tête. Alors certains de ces morceaux vont être employés ou réemployés dans des tableaux, d'autres constituent une sorte de répertoire, de carnet, et c'est très important aussi pour l'exercice de la mémoire. Pour l'exercice de la mémoire, le travail de la copie complète ou de la copie de morceaux, surtout la copie de morceaux, d'abord c'est un apprentissage. Là on voit que le dessin est un acte de connaissance, c'est un acte analytique, mais c'est aussi évidemment une manière de se constituer un répertoire, un carnet qui va pouvoir ensuite être utilisé, et donc qui va constituer comme ça vraiment une sorte de répertoire, de carnet, de croquis qui fonctionne de la mémoire. On oublie trop souvent, je dois dire, qu'un peintre, un dessinateur utilise beaucoup la mémoire, utilise beaucoup sa mémoire. Il l'utilise à plusieurs niveaux. Ça a été magnifiquement décrit au XVIIIe siècle. Par exemple, Diderot le décrit, c'est-à-dire qu'à propos de la peinture, mais je crois que ça vaut pour le dessin, la sculpture, etc., mais de manière différente. Quand un peintre, même quand on dessine ou qu'on peint d'après un modèle antique ou un modèle naturel, au moment où on dessine ou on peint sur sa toile, on ne regarde pas le modèle. Déjà là, il y a un décalage, ça relève des sciences cognitives. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on a les yeux sur ce que l'on fait, on n'a pas les yeux sur ce que l'on voit et qui sert de modèle à ce que l'on fait. Et ensuite, on utilise aussi, évidemment, tout ce répertoire, notamment quand on veut après croquer d'après le vivant, on est obligé d'avoir un répertoire. Bien. Alors, quelles sont les qualités du dessin, disait-nous ? Alors, le dessin est soumis à des règles, et la pratique du dessin repose sur un certain nombre de connaissances. La géométrie, la perspective, l'anatomie, partie très importante en raison du privilège accordé à la figure humaine, j'y reviendrai. Donc, la pratique du dessin repose sur un ensemble de savoirs. Elle est un savoir et elle repose sur des savoirs. Et ça va vraiment se développer à l'Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle en France. Je lis, ça je ne l'ai pas mis, ce que dit Roger de Pile, le grand théoricien du coloris, qui fera une conférence quand il sera élu à l'Académie au tournant du siècle, début du XVIIIe siècle, il va faire une conférence pédagogique sur l'ordre que l'on doit suivre dans l'enseignement. Et voilà ce que dit Roger de Pile. Nous apprenons de Pline que lorsqu'Alexandre le Grand donna à la peinture la première place parmi les arts libéraux, il ordonna en même temps que les jeunes gens de condition apprendraient à dessiner avant toute chose. Alexandre, qui ne voulait pas faire des peintres de tous ces gens de condition, les faisait néanmoins commencer de bonne heure à dessiner, parce qu'il voulait que le dessin leur servît à juger dans le cours de la vie de tous les objets que l'occasion leur présenterait. C'est-à-dire qu'Alexandre, selon Pline, voulait que tous les jeunes gens apprennent à dessiner, non pas pour devenir peintres, mais parce que la pratique du dessin était une formation pédagogique, une formation intellectuelle qui allait leur servir dans le cours de la vie pour juger, leur servit à juger dans le cours de la vie tous les objets que l'occasion leur présenterait. On retrouvera cette idée, par exemple, chez Fénelon, qui accorde un rôle pédagogique très important au dessin. Alors, pour Roger de Pile, il faut commencer par la géométrie. Il y a une progression des études. On commence par l'étude de la géométrie. Disait Léonard de Vinci, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, reprenant la phrase de Platon, de l'Académie. Il faut commencer par la géométrie, et je lis encore Roger de Pile, parce que étant présentement question de réfléchir et de raisonner sur toutes les parties de la peinture, desquelles il faut avoir entière connaissance, et la géométrie apprenant à raisonner et à inférer une chose d'une autre, elle nous tiendra lieu de logique et nous tirera de nos doutes. Après la géométrie, la perspective. Parallèlement, l'étudiant copie des dessins et dessine d'après des tableaux. Puis il passe à l'étude de l'anatomie et ensuite des proportions. Alors il faut, dit Roger de Pile, commencer par l'anatomie, qui est, dit-il, et j'insiste sur cette expression, fille de la nature, puis passer ensuite, et ensuite seulement, à l'étude des proportions, qui sont, dit-il, filles de l'art.
Voilà deux expressions tout à fait importantes. L'anatomie, fille de la nature, les proportions, fille de l'art. Très important, puisque justement, il va s'agir de corriger la nature par l'art. De corriger la nature par l'art, et que toute l'histoire, d'une certaine manière, de la formation classique jusqu'au XIXe siècle, c'est le rapport qu'il y a entre les deux, l'équilibre qu'il peut y avoir ou pas entre les deux. Donc il faut copier l'antique, dit Roger de Pile, et copier Raphaël. Et seulement ensuite, on va passer à l'étude du modèle. Donc on ne passe à l'étude du modèle qu'après être passé par tout cela, puis à l'étude du clair-obscur, puis on étudie les estampes, etc. Alors, les mots qui reviennent le plus souvent au XVIIe siècle, là je passe au XVIIe siècle, enfin j'y suis passé avec Roger de Pile, les mots qui reviennent le plus souvent au XVIIe siècle pour caractériser le dessin, c'est justesse et correction. Justesse et correction. Alors ces termes renvoie à des critères de type naturaliste, qui relèvent donc de la nature et du vrai, et à des critères artistiques, c'est-à-dire qui relèvent du beau. Vous voyez bien la différence, juste et correct. Ça renvoie à la fois à des critères qui tiennent à ce que Roger de Pile appelle la nature, et à des critères qui tiennent à ce que Roger de Pile appelle l'art, c'est-à-dire la théorie des proportions. Un dessin est correct si, et seulement si, la représentation est adéquate au représenté, d'une part, donc ça c'est la conformité au modèle naturel, à la nature. Par exemple, dans le cas du corps humain, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur dans le dessin des muscles, dans le mouvement du corps. Bref, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur d'un point de vue anatomique. Donc il faut que le dessin soit fidèle à la nature. Mais il faut aussi que le dessin du corps humain respecte les proportions, donc qu'il soit fidèle au canon de la beauté. Donc ça, c'est tout l'équilibre de l'art classique contre lequel, vous savez, à un certain moment, on va se révolter. Alors là, je vous montre juste, évidemment, le canon, le Doryphore de Polyclète, donc les canons et la théorie des proportions qui joue un rôle fondamental en architecture. J'ai évidemment pas le temps en sculpture, en architecture, et cette idée que la beauté repose toujours sur des proportions parfaites, que la tête est un cinquième du corps, 2 fois la longueur de la tête entre les genoux et les pieds, etc. Je passe les détails. Bon, l'autre image, il y a la théorie évidemment de la perfection, de la proportion fondée sur les mathématiques, et qu'on va retrouver jusqu'au XXe siècle dans tous les spéculations sur le nombre d'or. C'est évidemment le dessin de Léonard. Donc il faut que la représentation du corps humain soit construite à partir de 2 modèles, le modèle de la nature et le modèle de l'idéal, le vrai et le beau. C'est donc pourquoi on apprend à dessiner à la fois d'après le modèle et d'après l'antique. Et là, je vous montre des exemples d'académie. Donc Jean-Baptiste Champaigne et Noël Coipel. Et on voit très bien comment l'imitation du modèle et l'imitation de la nature et l'imitation de l'art se mélangent constamment. Voilà, deux autres académies. Alors, il va y avoir un grand débat à l'Académie royale de peinture et de sculpture, concernant l'ordre de prééminence. Par quoi faut-il commencer ? Est-ce qu'il faut commencer par dessiner d'après l'antique ou dessiner d'après le modèle ? Or, à l'Académie, on dessine d'abord d'après le modèle. On dessine d'après le modèle vivant. Et ça va donner lieu à une discussion extrêmement intéressante, puisque le cavalier Bernin, donc, le sculpteur Bernin, vient en France, fait une visite en France à l'Académie. La visite de Bernin est racontée par Chanteloup, et Bernin fait une visite à l'Académie et s'adresse aux académiciens, leur reproche ce qu'il appelle leur manière petite et mesquine. Et il leur dit non, il faut commencer à dessiner d'après l'antique, c'est-à-dire pour acquérir ce que Bernin appelle la grande manière. Alors, si vous vous souvenez du texte de Roger de Pile que je vous ai lu tout à l'heure, Roger de Pile
est du même avis en ce sens-là que Bernin. Alors voilà, un texte de Henri Testelin. Henri Testelin, c'est extrait des Sentiments des plus habiles peintres, qui a été publié en 1680. Et c'est par Testelin, on sait beaucoup de choses qui se sont dites et beaucoup de discussions qui ont eu lieu à l'Académie. Et d'autant que la principale étude du dessin se fait sur un modèle vivant. Vous voyez, à l'Académie, la première étude se fait sur un modèle vivant. L'Académie jugea que les étudiants devaient esquisser leur figure légèrement et promptement, selon la règle d'opposition et de comparaison, pour concevoir la vivacité du mouvement de l'action et l'esprit dont le naturel est animé, afin que par cette promptitude, ils s'en impriment l'idée et s'en remplissent l'esprit tellement que leurs dessins paraissent animés de la même vivacité du naturel. Après quoi, on peut repasser sur les contours pour les rectifier, les marquer de grand en grand, sans s'arrêter aux petits muscles ou mouvements d'artère qu'il faut couler doucement en finissant l'ouvrage. Mais il y a eu un vrai débat à l'Académie entre ceux qu'on appelait les naturalistes, c'est-à-dire ceux qui pensaient qu'il fallait commencer par imiter le modèle naturel et corriger les défauts, les imperfections du modèle naturel par l'art, et ceux qui pensaient qu'il fallait au contraire commencer par imiter l'art pour avoir un modèle, un canon à partir duquel on peut imiter la nature. Alors, j'insiste, mais ça va durer jusqu'à... ça va être encore l'objet de grands débats, par exemple, à propos de l'école de David, beaucoup plus tard. Si j'ai le temps, j'en parlerai une autre fois. On reprochera justement aux peintres de l'école de David de trop anatomiser, etc. Alors, je voudrais justement insister sur l'importance de l'anatomie, sur le rôle de l'anatomie dans la formation de l'artiste. Alors, l'anatomie, on l'apprend à l'Académie royale de peinture et sculpture, on l'apprend essentiellement d'après la sculpture. On l'apprend essentiellement d'après la sculpture. Alors, à l'Académie royale, il y a des cours d'anatomie qui sont donnés par des médecins. Tout de suite, enfin dès la fondation, Catroux et Friquet de Vorose, et ça durera jusqu'à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, mais jusqu'au XXe siècle, il y avait des cours d'anatomie donnés par des médecins. Alors, je vous donne deux exemples de discussions qui ont eu lieu à l'Académie autour de la correction ou de la non-correction anatomique. C'est quelque chose. Alors, c'est important, on apprend l'anatomie à partir de la sculpture, et notamment, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, l'objet, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, que la sculpture qui sert le plus au cours d'anatomie, c'est le laocoon. Le laocoon, enfin pas seulement, mais le laocoon, parce qu'on voit bien tous les muscles, les renflements de muscles, etc. Alors, le tableau de Raphaël, qui est ici, donc le Grand Saint-Michel, la première conférence de l'Académie royale de peinture et de sculpture est faite par Lebrun, et elle est consacrée donc à ce tableau au Grand Saint-Michel. On lit ensemble, j'ai dû sauter. Voilà. Donc, Lebrun commence par rendre hommage, il rend hommage au tableau, il insiste sur la correction, ensuite de la disposition, il observa le dessin de ces figures dans toutes leurs parties, de quelle sorte Raphaël a fini jusqu'aux moindres choses, mais surtout combien il a été correct dans le dessin, ce qui se voit merveilleusement bien dans les contours de tous les membres, comme aux bras et aux mains, aux jambes et aux pieds, où l'on aperçoit à travers d'une chair fraîche et solide les muscles dans leur véritable lieu qui font l'effet que la nature demande. Bien. Je regarde parce que j'ai dû sauter. Oui, comme une des plus grandes difficultés de la peinture est de bien former tous les contours, Raphaël a été soigneux de les rendre précis et corrects dans ses ouvrages, à l'exemple des excellents peintres de l'Antiquité qui est si exact à profiler jusqu'au moindre membre des corps. Bon, je ne lis pas tout. Et à ce moment-là, une fois qu'il avait fini d'analyser ce tableau et d'analyser la correction du dessin, il y a quelqu'un dans l'assistance dont on pense que c'était Roger de Pile, c'est l'hypothèse la plus probable, qui était dans l'assistance, qui est intervenu pour dire oui, mais il y a une faute dans le dessin. Et alors voilà la suite, donc vous reprenez à il y eut néanmoins, voilà, il y eut néanmoins ici. Il y eut néanmoins une personne qui, après avoir reconnu le mérite de Raphaël, alors je reviens si vous le voulez bien, je vous lis,
et vous regardez le tableau, parce que vous verrez ce qu'il dit, comme ça vous comprendrez mieux. Il y eut néanmoins une personne qui, après avoir reconnu le mérite de Raphaël, entreprit de soutenir que ce tableau n'était pas sans défaut. Et pour le prouver, il posa pour fondement et pour maxime générale que dans quelque membre du corps que ce puisse être, un côté de ce membre ne peut être enflé que l'autre côté qui est à l'opposite non seulement ne diminue de sa grosseur, mais encore ne se retire et ne fasse une figure toute contraire. En sorte que, dans une jambe ou dans un bras, les contours doivent être dessinés de telle manière que leur renflement ne soit jamais vis-à-vis les uns des autres. Or, il prétendait que le dessus et le dessous du bras droit de Saint-Michel, voilà, que le dessus et le dessous du bras droit de Saint-Michel étaient dessinés de telle façon que les contours qui doivent être différents par un renflement qui paraissent dans la partie supérieure étaient entièrement égaux. Voilà. Que les contours étaient entièrement égaux. Et que le dessous qui devait être diminué à l'égal de ce que le dessus était augmenté avait autant de force et de rondeur que la partie qui lui était opposée. De sorte, disait-il, que le contour de ce bras, dont le muscle devait paraître en un endroit plus qu'en l'autre, était tracé par des lignes égales et semblables à celles que formerait un œuf. Voilà, donc vous voyez l'œuf, voilà. Cette remarque, je lis juste la fin, enfin la réaction, cette remarque qui surprit toute la compagnie et qui parut très importante, réveilla les esprits, peut-être qu'ils étaient en train de dormir, et tout le monde, ouvrant les yeux, chercha si, en s'appliquant davantage à regarder ce tableau, il pourrait y découvrir ce qu'il n'avait point encore aperçu. Bon, après il y a une discussion, il dit, mais non, pas du tout, c'est très bien dessiné, ce monsieur n'a rien compris, etc. Donc on défend, enfin la majorité défend Raphaël. L'autre exemple concerne la conférence que donne Louis de Boulogne le 12 avril 1670 sur la Vierge au lapin de Titien. Je vous le lis, je pense qu'il vaut mieux que moi je vous le lise, même j'avais mis le texte et que vous regardiez le tableau. C'est pas très long. Je sais bien, messieurs, qu'on accuse le Titien d'avoir été peu correct dans quelques endroits particuliers de ses travaux et ouvrages. Par exemple, la jambe droite de la Vierge. Elle fait un raccourci qui est trop rude et ne trouve pas bien sa place à cause de la roue de Sainte-Catherine. Et nous voyons aussi dans sa vie, écrite par Georges Vasari, que Fra Sebastiano del Piombo, voyant ses ouvrages, dit que si Titien avait été à Rome, s'il avait vu les beaux morceaux de Michel-Ange et de Raphaël et les belles antiques et étudié le dessin, il aurait fait des choses infiniment admirables. Et même la jambe du petit Jésus, que l'on voit tout entière sans raccourci, et néanmoins le pied se voit par le dessous, comme aussi le bras de Sainte-Catherine par ses plis serrés. On devrait voir les plis où fléchit le bras, ce qui ferait voir l'extension du coude. Alors tout ça pour vous dire quand même qu'à l'Académie, on ne se privait pas de critiquer les tableaux des grands maîtres, comme Raphaël ou Titien, et ça donnait lieu à des discussions et qu'à chaque fois, on s'approchait pour voir si la critique était juste ou ne l'était pas. Mais surtout, l'idée, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que contrairement à un préjugé, une idée reçue concernant l'art du XVIIe siècle et les théoriciens du XVIIe siècle, il n'y a pas pour les académiciens de peintre parfait. Il n'y a pas de peintre parfait. Même Poussin, c'est peut-être celui qui s'approche le plus de la perfection, enfin pas pour Roger de Pile, mais pour Lebrun. En fait, il n'y a pas de peintre parfait, il n'y a pas de peintre idéal. C'est-à-dire qu'il y a des peintres qui sont meilleurs dans telle partie, etc. Et donc, par exemple, dans les conférences consacrées à Titien, on ne se prive pas de critiquer certains aspects de Titien, à savoir c'est mal dessiné, où il y a une faute dans le dessin, etc. Mais on fait l'éloge du coloris. Alors, les réflexions autour de, j'ai parlé tout à l'heure du Laocoon, les réflexions autour de la notion d'expression sont un très bon exemple de la manière dont on conçoit au XVIIe siècle l'articulation entre le modèle de la nature et le modèle de l'idéal, ce double modèle. Je reviendrai sur cette notion d'expression ultérieurement parce que c'est un terme qui entre progressivement et très lentement dans le vocabulaire artistique.
Voilà. Et là, je renvoie à la conférence de Van Opstal, prononcée le 2 juillet 1667 sur le Laocoon. Voilà. Comme il n'y a rien dans cette statue qui ne soit formée avec un art merveilleux, tout le monde demeura d'accord qu'elle devait être la véritable étude des peintres et des sculpteurs, mais qu'il ne devait pas la voir simplement devant les yeux comme un modèle qui ne servit qu'à dessiner, qu'il fallait en remarquer exactement toutes les beautés et s'imprimer dans l'esprit une image de tout ce qu'il y a d'excellent, parce que ce n'est pas seulement la main qui doit agir lorsqu'on cherche à se perfectionner dans cet art, mais c'est au jugement à former ces grandes idées et à la mémoire à les conserver avec soin. En même temps, comme toutes ces fortes expressions ne se peuvent apprendre en dessinant simplement après le modèle, parce qu'on ne saurait le mettre en un état où toutes les passions agissent en lui, et aussi qu'il est difficile de les copier sur les personnes mêmes en qui elles agiraient effectivement à cause de la vitesse des mouvements de l'âme, il est donc très important aux ouvriers d'en étudier les causes. J'interromps un moment, ça c'est un point essentiel qu'on va retrouver au cours des siècles, et sur lequel, c'est un point sur lequel les académiciens du XVIIe siècle s'arrêtent beaucoup, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut recourir à la sculpture? Bon, ben, évidemment, à cause de l'anatomie, problème de la dissection, puisque donc à l'anatomie, dans le cas du Laocoon, les descriptions du Laocoon sont interminables. On nomme les muscles, c'est des descriptions anatomiques, médicales que l'on fait à l'Académie. On donne le nom de chaque muscle, etc. Bon. Mais l'autre raison, c'est le fait que sur un modèle naturel, un modèle vivant, on peut pas saisir l'expression. Pourquoi? Parce qu'elle est trop fugace. Elle est trop fugace, elle passe trop vite. Si on veut copier l'expression sur un modèle naturel, c'est-à-dire quelqu'un qui l'éprouve vraiment, ça c'est toute la question qui va se reposer au XVIIIe siècle. Si on veut saisir l'expression sur un modèle, imaginons, le problème ne se posait pas au XVIIe siècle, mais faisons une expérience de pensée, un modèle, quelqu'un qui passe dans la rue, on veut saisir son expression triste, etc. Ça dure trop peu de temps. Ça dure trop peu de temps, c'est une impression qui dure très peu, c'est une expression qui dure très peu, et donc qui est impossible à saisir, qui est impossible à arrêter. Si on demande à un modèle, donc qui pose dans un atelier, d'exprimer tel ou tel sentiment, d'exprimer telle ou telle passion, comme on disait au XVIIe siècle, d'exprimer la tristesse ou la joie ou la douleur, il ne l'éprouve pas. Donc il y a quelque chose de faux du point de vue de la nature, puisque c'est une émotion, une passion qu'il n'éprouve pas. Et donc, pour arriver à saisir la vérité de l'expression, il faut passer par la sculpture. Vous voyez, il y a tout un détour extrêmement complexe, et c'est la manière dont les théoriciens de l'art du XVIIe siècle arrivent à résoudre ce problème, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire comment saisir, croquer. Le XIXe siècle, mais déjà le XVIIIe siècle, avec Caylus, on en reparlera, trouve une autre solution à cette question, mais comment saisir une expression sur un modèle vivant, les expressions étant fugaces, par exemple, pour changer de siècle, c'est la critique que fera Diderot de son fameux portrait par Van Loo, qui le représente, Diderot dit, vous savez, ce texte magnifique qui commence par « moi ». Diderot, j'aime beaucoup la peinture, mais j'aime encore mieux la vérité. Et après, critique assez extraordinaire, bouleversante, très belle comme ça. Et qu'est-ce que Diderot reproche à ce tableau de Van Loo? Il dit, mais il ne peut pas saisir, moi, mon visage, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Je veux dire, il y a une mobilité constante, donc c'est impossible à arrêter. C'est impossible à arrêter, même le plus grand peintre ne pourrait jamais saisir cette mobilité des impressions, des expressions, etc. Ce qui permet à Diderot de prouver la supériorité de la littérature sur la peinture, c'est-à-dire la supériorité de ce qu'il écrit, de ce qu'il fait lui, sur ce que font les peintres, puisque donc un portrait peint est impossible du point de vue de la vérité pour Diderot, et à cela il va opposer un portrait décrit, qui lui peut rendre cette mobilité des émotions. Bon, mais je reviens au XVIIe siècle, c'est vraiment un problème dont les artistes et les académiciens ont parfaitement conscience et dont ils ont débattu. Comment rendre la vérité d'une expression, d'un sentiment? On ne peut pas le faire sur un modèle naturel,
vivant parce que ça va trop vite. Sur un modèle qui pose dans l'atelier, c'est faux. Donc, pour atteindre le vrai, faut passer, c'est le détour, il faut passer par la sculpture. Hein. Et alors, je reviens à la conférence de Van Opstal. Hein. En même temps, comme toutes ces fortes expressions ne se peuvent apprendre en dessinant simplement après le modèle, parce qu'on ne saurait le mettre en un état où toutes les passions agissent en lui. Et aussi qu'il est difficile de les copier sur les personnes mêmes en qui elles agiraient effectivement à cause de la vitesse des mouvements de l'âme. Vous voyez, on ne peut pas les copier sur les personnes en qui ces passions agissent parce que ça va trop vite, et sur les modèles qui posent dans l'atelier, on ne peut pas les copier, elles sont fausses parce que ces passions ne sont pas causes. L'expression des passions n'est pas causée par des passions. Donc, dans le cadre du modèle qui pose, il a des expressions, c'est comme un masque, si vous voulez, il prend la pose, voilà, il sourit ou il pleure, mais ce n'est pas causé par la passion. Donc, l'idée de cause, et là, ça renvoie à toute la théorie cartésienne des passions, mais excusez-moi, j'annonce des choses que je ferai la prochaine fois, c'est pour vous obliger à revenir. Hein. Donc, dans le cadre du modèle qui pose à l'Académie, la passion, l'expression n'est pas causée par une passion véritable, et dans le cas la personne qui l'éprouve vraiment, ça passe beaucoup trop vite. Et pour voir combien dignement on en peut représenter les effets, on peut dire que c'est à ces belles antilles qu'il faut avoir recours, puisque l'on y trouve des expressions qu'on aurait peine à dessiner après le naturel. Sur le naturel, il n'y eut personne qui ne convainc que c'est sur ce modèle qu'on peut apprendre à corriger même les défauts qui se trouvent d'ordinaire dans le naturel, car tout y paraît dans un état de perfection et tel qu'il semble que la nature ferait dans tous ses ouvrages s'il ne se rencontrait des obstacles qui l'empêchent de leur donner une forme parfaite. Donc, on passe par le Laocoon pour apprendre à dessiner l'expression de la douleur, pour ensuite arriver à la dessiner sur un modèle naturel. Alors, pour terminer, je vais terminer par cette allégorie de la peinture, hein, qui a été gravée par Gérard Audran, d'après son frère Claude Audran, qui résume assez bien, enfin qui résume, ça fait plus que résumer, une image ne résume pas, ça vaut plus que ça. Au fond, la collaboration des différentes activités dans la formation académique. Donc, on voit ici, donc vous avez une allégorie de la peinture, hein, voilà, c'est la peinture. J'illumine toute chose, hein, voilà. Donc ça, c'est nec pluribus impar, hein, c'est une devise royale. Bon, je laisse de côté, ça c'est un autre aspect. Vous avez ici la poésie. La poésie qui est assise sur des livres et qui lit un livre ouvert qui est la peinture poème. Vous avez un petit peintre, enfin c'est pas un peintre, pardon, c'est un broyeur de couleurs. Donc ça c'est l'ouvrier, c'est l'artisan. Hein. Il est dans l'ombre, il est sur le côté. Hein. Lui, il broie les couleurs. Hein. Bon. Et alors ce qui m'intéresse, c'est évidemment ce groupe. Hein. C'est ce groupe sur lequel je vais attirer votre attention. Hein. Vous avez le dessin qui a le bras sur un morceau d'antique. Vous avez le coloris, oui, là ça m'introduit à la semaine prochaine. Vous avez le coloris avec sa palette. Vous avez le dessin qui indique au coloris ce qu'il doit faire. Vous voyez, vous avez et là, alors, ce troisième petit poutot qui a le bras sur l'épaule du coloris, mais en même temps qui a le doigt à l'endroit où le dessin et le coloris se rejoignent. Je pensais que j'aurais pu aussi, mais vous le connaissez, il est au Louvre, le tableau de Poussin sur le Parnasse, enfin sur la poésie, où on a aussi ce travail sur le doigt, comme ça. Bon.
Je n'ai pas pensé à prendre l'image. Hein. Donc vous avez ce personnage dont mon interprétation, c'est que là, on a la figure, c'est un peu la figure du spectateur, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est au fond celui qui regarde la synthèse entre le dessin et le coloris. Mais en tout cas, ce qui ici me semble extrêmement important, c'est toujours cette idée du dessin qui est fait sur l'antique, le coloris sur la palette et la peinture. C'est l'harmonie, la synthèse entre les deux, appuyée sur des livres, donc sur un savoir, avec ici la poésie, c'est-à-dire le savoir, la littérature, qui dicte son motif à la peinture, pendant que ce petit ouvrier, parce que c'est vraiment un ouvrier, hein, c'est un prolétaire, c'est le prolétaire de la peinture, lui, il broie des couleurs et qu'il n'est pas en pleine lumière. Voilà, je vous remercie.